moi, je sais que j'ai quand même parlé avec beaucoup de filles et hier, je voyais beaucoup d'hommes qui me disaient: «Ah mais on l'a tous dit. Ah mais on se reconnaît» et ça, du coup, la scène les faisait hurler de rire, hein. Je ne sais pas comment c'était vous à votre projection, mais la salle publique prenait le film, parce qu'il y a un côté sitcom dans le film, parce que ces choses sont des choses d'une banalité, je dirais, si écœurante, qu'on rit, parce que comme on rit, et la comédie c'est toujours cruel, c'est-à-dire qu'il y a un côté très comédie dans cette scène d'amour, mais avec une cruauté, parce que finalement on rit de ce qui nous a fait tellement souffrir et comment on a pu se mettre dans cette situation-là, comment on a pu dire ces choses-là. Et pourtant, tout le monde se reconnaît, donc tout le monde à un moment a eu cette bêtise ou cette cruauté, cette naïveté, tout le monde sait. Et pourquoi on est comme ça? Parce qu'on est dans une société du discours sentimental à tout prix. On ne dit jamais qu'on désire quelqu'un, on dit qu'on tombe amoureux. Bon, c'est pas vrai, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. La pulsion, c'est une pulsion sexuelle, c'est un désir. Mais il y a une telle culpabilité de ça qu'il faut le dénier. Donc il faut lui substituer le discours amoureux. Et du coup, le discours amoureux devient une trahison, devient un mensonge. Alors que ce désir était un désir très frais de deux jeunes gens qui s'attirent finalement. Bon, et pour un amour de vacances, il n'y a pas de mal à ça. Je pense que deux sœurs, c'est fusionnel et confusionnel. C'est-à-dire qu'à la fois, elles ont un langage commun qui est comme la cabane que les enfants se construisent dans le jardin. C'est-à-dire que si elles restent dans le domaine de l'enfance, finalement, elles sont à la fois seules au monde et elles recréent un monde à elles qui est comme un cocon absolument merveilleux, où chacune comprend tout de l'autre, peut tout se dire, vit tout ce que l'autre vit, mais elles sont au moment de l'adolescence. Elles sont au moment où, en fait, on veut exister tout seul. Et l'autre, elle est toujours votre sœur. Et c'est vrai que les gens confondent, même quand on ne se ressemble pas du tout. Ils ne font absolument aucun effort pour savoir qui est l'une et qui est l'autre, c'est vrai. C'est vrai qu'envers des sœurs, on exerce toujours une pression de jalousie. Si l'une fait quelque chose et que l'autre ne le fait pas, on va lui signifier qu'elle ne le fait pas. Donc non seulement elle ne le fait pas, mais comme on lui signifie, il y a à la fois la jalousie naturelle et la blessure naturelle, la blessure de voir que sa sœur peut être amoureuse de quelqu'un d'autre, et c'est un amour aussi entre les sœurs, donc c'est une trahison. Et en plus, on vous dit que vous, personne ne vous aime. Donc je veux dire, c'est terrible. Et puis des sœurs, je pense que en même temps, y a cette espèce de force, mais l'autre sœur, comme c'est une âme à deux corps, toutes les défaillances qu'on a pour affronter justement le monde, où parfois on n'est pas très fier de soi, il y a quand même des moments où on se dit que ce qu'on a fait n'est pas honorable. Mais finalement, les autres ne le voient pas. Mais votre sœur, elle le voit. Elle est comme un juge impitoyable. Elle le voit et elle le vit. Et ça a quelque chose d'insupportable. Donc c'est vrai que pour exister, à la fois sa sœur, c'est sûrement l'être qu'on aime le plus, c'est l'être adulte avec lequel on a le plus, on a un langage absolument secret et très 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 fort. Et en même temps, il faut symboliquement la tuer pour exister, pour cesser qu'il y ait cette intrusion dans notre propre corps, dans notre propre conscience qu'est l'autre. Cette intrusion permanente quand même. Et je ne sais pas, oui, peut-être surtout quand on est la plus petite. Mais enfin, d'être la grande, ça n'est pas un cadeau non plus. Parce qu'on est toujours la grande, on est toujours celle qui est responsable, alors qu'on n'a jamais qu'un an de plus et que chaque année, celle qui a l'âge où on était responsable, c'est toujours l'autre qui est responsable. C'est aussi toujours l'autre qu'on diabolise. Alors que très souvent, c'est les sœurs cadettes qui, comme elles ont besoin de conquérir, elles sont les plus fortes. C'est le désir de romantisme qui le rend pas romantique et compliqué, je dirais. Mais ce désir absolu de le mettre dans le cadre d'un langage sentimental important, donc la dramatisation même de ça fait que le désir qui était simple, et finalement dans la simplicité il y a une certaine grâce, hein, ça devient compliqué, et dans cette complication, il y a quelque chose de sordide qui s'introduit. Mais ce sordide, il vient de, je dirais, l'idée que la jeune fille a même d'elle-même pour conserver la sauvegarde et l'estime de la société et de l'image d'elle-même que lui produit la société. Et cette image l'inhibe totalement, la rend entièrement frigide et désespérée de ne pas pouvoir agir dans son corps et faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas le faire. Elle n'est pas objet de désir parce que tout simplement, d'abord, ce qu'elle dit elle-même, elle est trop jeune, ça c'est vrai.
et qu'ensuite elle est trop jeune, mais on la considère comme trop jeune, parce qu'elle ne se considère pas comme trop jeune. Mais comme elle a 13 ans, mais qu'elle est déjà fortement pubère, c'est une chose qui est niée, ça par exemple. Donc son corps est nié, et elle, pour le nier, elle est grosse. Voilà. Mais ce qui est un malaise, évidemment, d'être grosse. On ne peut pas dire qu'une jeune fille obèse est bien dans sa peau. Mais curieusement, ça la soigne totalement, c'est-à-dire que ça la protège finalement de partir et d'être un produit des normes de la société. Elle, comme elle n'est pas aimée dans ce corps-là, comme elle n'a pas de regard sur elle et pas de convoitise, elle a une plus grande intelligence avec le monde et elle peut se construire et être avec une espèce de rébellion, certes, hein, un peu douloureuse, mais en même temps, elle existe, alors que sa sœur a son âme dévastée, n'arrive pas à exister. Elle existe excessivement fortement. Aussi fortement, à vrai dire, que cette corpulence qu'on peut considérer comme un embonpoint gênant, mais aussi qu'on peut considérer comme une prise de possession du monde. Elle existe, elle est là, tous ses gestes sont présents et signifiants, et elle comprend les choses, et elle comprend ce qui se passe avec sa sœur, et elle a beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de maturité. Mais en même temps, elle a quand même une douleur, parce que tout le monde veut être pris dans la tentation de séduire et d'être séduit, et tout le monde, en fait, en même temps, on est jaloux de ça. Sa beauté, parce que je pense que la beauté, dont on ne fait que parler, parce qu'ici nous sommes sous le règne de la beauté, et de la beauté qui s'affiche, c'est aussi c'est le piège de la séduction. Quand on séduit, on est un objet de désir. Et aucune fille jeune ne peut penser qu'elle est un objet de désir. Elle croit qu'on l'aime. Elle croit qu'on l'aime. Alors qu'en réalité, elle est une proie. Et ça, c'est cette incompréhension fondamentale qui fait que, mais en même temps, elle comprend bien qu'on ne l'aime pas. Elle ne le comprend pas dans son entendement, mais elle le comprend dans son inconscient. Donc ça la paralyse. Parce qu'elle est un objet de désir, elle est un objet de consommation de la première fois, comme ça. Quand on demande à quelqu'un de se surpasser, finalement c'est plus simple, c'est plus facile et on le rend beaucoup plus heureux parce qu'il est fier de lui. Vous verrez Roxane, moi je ne pouvais pas parler avec Roxane, je la trouvais absolument intégralement vide et j'avais très très peur et je croyais que je n'arriverais jamais à faire cette scène et je ne pouvais pas lui parler. Et ça devait venir de moi d'ailleurs. Et puis finalement, j'ai décidé de faire la scène en un seul plan parce que je n'arrivais pas à lui parler. Je me disais, si je le fais en plusieurs plans, mais comment je vais faire? Ça va être toujours, je vais toujours reprendre à zéro, cette scène va être lamentable. Je vais les fracasser sur le plateau. Alors je leur ai dit tout d'un coup, bon, apprenez tout par cœur, je vais faire en un seul plan, on ne s'arrêtera pas. On va faire une mise en place très, parce qu'il faut que ça rentre dans le cadre, etc. Et on a été pris dans une spirale comme ça, et qui était le début de la journée. On a mis en place, c'est très technique les mises en place, hein, parce qu'il faut que toute une scène, c'est pas suffisant de la jouer, c'est pas du happening le cinéma. Il faut que ça soit exactement dans le cadre pour que ça soit beau. Donc il faut arriver à faire en même temps la liberté des corps, mais une chorégraphie excessivement précise, et que là-dessus l'émotion puisse circuler. Donc ça monte toute la journée. Toute la journée, on fait ça. Ça devient presque comme au théâtre et ça redonne à l'acteur son identité. Et donc un acteur qui n'a jamais été au théâtre, qui n'a fait que du cinéma, comme peut être Roxane, dont c'est pas tout à fait la première expérience, mais presque, en tout cas pour un grand rôle, tout d'un coup, elle n'est plus dans le discours fragmenté, mais dans quelque chose où elle doit construire et vivre une émotion tout au long. Extraordinairement difficile pour elle, puisqu'elle est dans cette posture, bon, nue sur un plateau, avec un travelling, ça veut dire donc beaucoup de gens autour. Donc il faut qu'elle fasse absolument abstraction de la vérité du plateau pour être dans la vérité du rôle. Donc elle est obligée de devenir une vraie actrice. Une vraie actrice qui ne simule pas ses sentiments, qui a cette espèce d'intimité révélée au monde, qui est ça, hein, un acteur. Et malgré tout, non seulement elle est arrivée à le faire, mais ça s'est arrivé très simplement. Elle l'a fait d'une manière magnifique. J'ai fait la scène 20 fois. J'ai pris la 20e prise. La 10e était extraordinaire. J'ai continué parce que c'était tellement beau. Ça m'avait causé tellement de souffrance, tellement de peur, etc., que je ne voulais pas m'arrêter. Je pensais que c'était injuste par rapport à mes acteurs, que j'aurais dû dire couper parce que la 10e était extraordinaire. Mais la 20e a eu l'extraordinaire de la 10e, plus quelque chose de plus lent, de plus douloureux, de plus
amorti. Et j'ai dit, bon, cette fois, je coupe. Et je suis allée m'excuser auprès d'eux et les remercier. Et là, je vois Roxane rayonnante qui me dit, ah mais non, mais ça a été très facile. Ça a été très très facile et je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Et depuis, on se parle. Et je pense qu'elle a compris entièrement ce que c'est qu'être actrice. Mais entièrement. Vous savez, moi, je me disais que la psychanalyse, par exemple, ça vous permet d'être lucide, mais ça ne vous soigne pas. Mais ça vous permet de vivre avec ces malaises. Mais ça n'en soigne aucun. Moi, je crois qu'il n'y a aucun des malaises qui disparaissent. Mais ça vous permet d'accepter de vivre avec et de vivre bien avec. Et même d'avoir un certain narcissisme de ces névroses et de ces malaises qui vous permet de vivre bien au lieu de vivre mal. Ça ne vous soigne pas. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être très lucide. Enfin, dans mes relations amoureuses, je suis une cruche. Mais c'est désespérément naïve. Je veux dire, alors que je suis entièrement lucide. Il y a une sorte de dichotomie. Mais ça, c'est bien, je pense. Parce qu'il faut être lucide, mais il ne faut pas être cynique, je crois. Et puis, il ne faut pas s'empêcher de croire que même si la vie est une illusion, et même si l'amour, en particulier les relations amoureuses, sont une illusion, c'est aussi un idéal. Donc comme c'est un idéal, bien entendu, ça n'existe jamais, mais je crois qu'il est de la nature humaine de poursuivre un idéal. Donc il ne faut pas tuer l'idéal quand même. Il faut toujours penser qu'on va y arriver.